Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. C'est de comprendre que la gestion de l'énergie, c'est la première priorité sur la to-do list. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Bonjour Camille. Bonjour Fabien. Comment vas-tu aujourd'hui Camille ? Écoute, je vais très bien, je te remercie. Je suis très contente d'être là. Écoute, super, moi aussi je suis super heureux de t'accueillir dans mon podcast Booster d'efficacité. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, pour ma première question de cette interview, te présenter brièvement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, donc, je suis Camille, je suis aujourd'hui coach et enseignante de yoga Kundalini et j'accompagne les femmes notamment qui veulent se développer sans s'épuiser et qui veulent assumer leur leadership. Grâce à un accompagnement qui est complet, qui associe du coaching individuel, du yoga de façon très personnalisée et sur mesure, et puis de la méditation et du mentorat en leadership et personal branding. D'accord, wow, ça a l'air super complet. Hein. On en parlera juste après. Ouais, tout un programme carrément. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach ? Parce que alors j'ai vu entre guillemets sur ton site et sur ta page LinkedIn que tu as un parcours d'une vingtaine d'années dans des grands groupes, dans la banque ou le funéraire. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach pour ces entrepreneurs femmes alors ? Alors en fait, au départ de ce parcours, il y a d'abord un burn-out qui s'est produit dans mon dernier poste en tant que directrice de communication et qui m'a amenée à me questionner vraiment profondément sur le sens de ma contribution à travers ma vie professionnelle. Je voulais plus de sens en fait. Je voulais vraiment être plus au clair avec ce à quoi je contribuais. Et ça ne me suffisait plus de rester au niveau de la communication. Ça ne me suffisait plus j'adorais mon métier d'accompagnement des dirigeants et même après le burn-out, j'étais convaincue que j'avais encore un rôle à jouer à ce niveau-là, sur l'accompagnement des dirigeants, mais je voulais plus rester en surface. Je voulais plus rester sur le vernis, sur la communication. Je voulais vraiment aller en profondeur et pouvoir accompagner des dirigeants au niveau de leur leadership, de leurs enjeux personnels, de leur façon de gérer leur énergie, leurs priorités, leur temps, etc. Et au démarrage... c'est là où... je dirais c'est là où ça se rejoint un peu avec... Je dirais avec ce podcast Booster d'efficacité qui est là pour aider aussi les gens, les entrepreneurs ou dirigeants, je dirais débordés et en quête de leadership, soit sur l'efficacité ou la productivité ou le management. Et moi, il y a quelque chose sur ton site qui m'a marqué, parce que là, tu nous parles de quête de sens. Tu as justement indiqué sur ton site que tu étais coach de sens et inspiratrice. C'est quoi inspiratrice ? Dis-moi tout. Alors, inspiratrice, c'est un mot que j'ai déjà eu du mal à écrire sur ce site, mais que j'assume aujourd'hui. Mais ça demande un petit chemin personnel pour aller l'écrire et pour l'intégrer totalement. En fait, c'est juste montrer que tout est possible, quoi. C'est-à-dire que on peut partir d'une situation qu'on vit comme une épreuve. Le burn-out, c'est une épreuve. C'est vraiment pas très simple à traverser. Ça questionne énormément. On a un niveau de remise en question qui est assez violent, qui se fait dans la douleur et voilà. Donc mais derrière, il y a une vraie pépite. Et c'est la capacité d'apprentissage qu'on va développer à partir de cette expérience. C'est la façon dont on va être plus au clair sur ce qu'on veut, les questions qu'on va se poser qui vont être à un autre niveau. Et ça, c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller développer ce projet. C'est ce qui m'a permis d'écouter mon intuition
avec beaucoup plus de confiance et d'envie d'y aller que auparavant, parce que je pense qu'auparavant, j'avais une intuition de pas mal de choses, mais il y avait aussi la voix du mental qui venait très souvent dire non, mais ça, c'est pas pour toi, c'est bien, t'as ta carrière, reste dans ta carrière, etc. Ouais. Là, j'ai osé franchir le pas, j'ai osé suivre ce qui me faisait vraiment vibrer et aller développer quelque chose qui me correspond totalement. Et pourquoi, en fait, j'ai pas le sentiment de travailler quand je travaille. Donc c'est quand même assez Oui. extraordinaire. C'est Ouais, un c'est ce qui est luxe toujours, incroyable, en fait. ouais. C'est là où, ouais, cette recherche, de sens dans ce rebond, lié au burn-out t'a amené à être dans ce qui aujourd'hui te correspond et te plaît dans ces accompagnements et ce rebond ouais, qui te pousse à, entre guillemets, apprécier encore plus ce que tu fais aujourd'hui dans l'accompagnement. Alors moi, je vois déjà, alors, puisqu'on va orienter aussi cette interview sur la partie soft skills, hein, développement des compétences comportementales. Moi, je vois déjà, alors tu me diras si je me trompe, mais dans ce rebond lié à ton burn-out, je vois un aspect apprentissage, aller chercher de nouvelles choses, hein, pour travailler sur soi et pour soi, avant d'aller travailler pour les autres en devenant coach, hein. Cet aspect intuition que tu donnais, hein, qui pour moi aussi est une compétence comportementale. Confiance en soi, qu'on est obligé de retravailler fortement aussi, parce qu'avec le burn-out, entre guillemets, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent pour soi et autour de soi et dans comment on peut être. Et la dernière, c'est cette clarification, la clarification de qui on est. Et c'est là où on rejoint encore cet aspect recherche du sens et coach de sens pour Mmh. avancer. Ouais, on était sur la question du sens et sur, en fait, à quel point aller chercher ce qui fait vraiment sens pour nous est un Oui. moteur, d'action et une source très forte, en fait, d'énergie, hein, pour Mm. construire quelque chose. Ouais, tout à fait. Et alors, dans la suite des questions que je voulais te poser, c'est comment, alors depuis la banque, le funéraire, coach, comment après on arrive au yoga et plus particulièrement au Kundalini Yoga que j'ai découvert dans mes Ouais, recherches ouais. pour cet épisode? Alors non, mais c'est un saut quantique, hein. C'est un saut quantique, d'autant plus que moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement, cartésienne et très, très loin de l'univers du yoga, dans ma vie précédente, enfin dans ma vie professionnelle précédente en tout cas. Et je suis arrivée au yoga pour des raisons personnelles, pour d'abord, contribuer à ma reconstruction après le burn-out. Et j'ai d'abord compris à travers le yoga que je pouvais en fait, discipliner le mental en passant par la discipline du corps. Et ça a été un apprentissage très fort pour moi, de vraiment comprendre que j'arrivais à faire, plier, plier mon mental quand je pliais mon corps, quoi. Oui, Donc il y avait une sorte d'osmose, hein, qui se produit entre la respiration, la conscience et le corps. Et puis, j'ai rencontré ensuite le Kundalini Yoga et là, j'ai pu aller un cran plus loin dans cette expérience, dans le sens où, je n'arrivais plus à méditer depuis oui, le burn-out et le yoga avait été une première étape, vers une forme de tranquillisation ou d'apaisement du mental, mais c'était pas totalement encore, acquis, hein. C'est encore, voilà, il y avait encore des choses à travailler évidemment et donc le Kundalini m'a aidée à pouvoir me réapproprier la méditation que je pratiquais avant. Je mmh, pratiquais de la méditation de pleine conscience, mais là, c'était plus possible. J'étais trop épuisée, mon mental était vraiment, très, très, agité et constamment, sous tension. Et en fait, le mantra, l'utilisation du mantra, du souffle, des mudras, donc ce sont les positions des doigts, des mains, qu'on utilise dans les méditations de Kundalini Yoga, ça a été vraiment, une clé d'entrée pour moi parce que ça m'a donné, très concrètement le mantra, il donne un os à ronger au mental. C'est-à-dire que le mental va se fixer sur le mantra et au lieu d'avoir, nos pensées parasites et cetera, on va pouvoir, s'appuyer sur ce mantra et quand la pensée arrive, on peut retourner dans le mantra et donc ça fait vraiment, un point d'ancrage en fait auquel on peut se ouais. raccorder.
Bien. Ça m'a permis de démarrer une pratique de méditation. Aujourd'hui, je peux à nouveau faire de la pleine conscience ou de la méditation silencieuse, mais j'adore les méditations avec mantra, d'abord parce qu'elles sont très belles, très Ouais. puissantes et très joyeuses. Voilà. Ah ouais, c'est super. Et, alors du coup, tu veux bien nous donner un exemple de mantra, par exemple, que nos Ah bah, je auditeurs peux te pourraient... donner, bien sûr, le mantra qui est un peu mon mantra de vie personnelle et qui est un mantra classique de yoga Kundalini, c'est Sa Ta Na Ma. Donc c'est très simple, hein, et on répète ces 4 syllabes. Sa Ta Na Ma. Sa, c'est la naissance. Ta, c'est la vie. Na, c'est la mort. Et Ma, c'est la renaissance. Et donc c'est un mantra qui parle de l'éternel recommencement du cycle de la vie. Et D'accord. quand, et que tout est cycle et que tout recommence et que tout passe, donc c'est tout le sujet de l'impermanence et cetera. Et en fait, c'est un mantra fondateur de plusieurs méditations, en Kundalini Yoga qui sont très puissantes. Notamment une méditation qui s'appelle le Kirtan Kriya et qui a aujourd'hui eu des études scientifiques qui ont prouvé ses effets sur, par exemple, la maladie d'Alzheimer. C'est une méditation qui permet vraiment d'apaiser, de faire rentrer le mental dans un flux, et de focuser l'attention sur ces syllabes. Et puis la répétition des syllabes sur le palais avec la langue, et cetera, va stimuler des points d'acupuncture en fait sur le palais, qui ensuite envoient des signaux aux glandes pinéales et pituitaires. Ouais. Et donc il y a un effet hormonal aussi dans la répétition du mantra qui donne toute la puissance des méditations de Kundalini Yoga. Waouh, super. Ça, je dirais, moi, ça rejoint. Alors tu dis ouais, ça rejoint l'acupuncture avec cette stimulation dans le palais, hein, par rapport à la langue et au son qu'on va lancer. Cet aspect acupuncture, hein, stimulation de points, moi je dirais ça peut rejoindre aussi ce que moi je peux pratiquer aussi ou faire pratiquer, c'est l'EFT. Donc Mmh, les tapotements que l'on peut faire sur soi à différents points et qui peuvent aussi amener pas mal de choses dans le développement, dans je dirais la gestion du stress ou dans l'extériorisation de choses. Donc c'est toujours important. Et là et surtout là où je voulais en venir, c'est que toutes ces choses aujourd'hui, je dirais depuis 5 à 10 ans, on commence à réussir à les expliquer par la science et les neurosciences. Et c'est là où des pratiques telles que EFT, PNL, yoga et mmh. beaucoup d'autres commencent à être acceptées, même si encore parfois une vision difficile, je dirais, du grand public, qu'aujourd'hui les neurosciences réussissent à expliquer les bénéfices et pourquoi. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Il y a un super livre là-dessus de Joe Dispenza, hein, Devenir super conscient, qui est vraiment extrêmement éclairant sur toute cette dimension d'explication par les neurosciences de ce qui se passe dans notre cerveau au moment de la méditation, etc. Et pour rejoindre ce que tu dis, moi, là, je fais une formation et j'approfondis, j'amène à des stades de praticien maître prate en PNL. Euh, et, euh, et clairement, le yoga tel qu'il est pratiqué là avec des mantras, ce sont des formes d'ancrage, comme on peut en voir Oui, en PNL, hein. Alors le mot ancrage a un autre sens en yoga qu'en PNL, mais en l'occurrence, c'est le même effet qui est recherché, quoi, hein. C'est rechercher cet alignement, et puis cette capacité à se sentir en sécurité aussi, pour pouvoir avancer avec confiance en suivant son intuition. c'est ça, ouais. Et C'est là où, avec des ancrages, on réussit à travailler beaucoup de choses. Ouais, cet aspect confiance en soi ou visualisation par intermédiaire, je dirais, de l'utilisation des 5 sens et du VACOG, qui est aussi lié à la pensée, une compétence comportementale qu'on travaille fortement en PNL pour aider les gens ou pour s'aider, hein, parce qu'on peut aussi avoir des protocoles, je dirais, sur soi, pour soi, en PNL également, ouais. tout à fait. Beaucoup de protocoles qu'on peut s'appliquer à soi. Mmh. Yes. Et l'ancrage, si Mmh. l'ancrage ou l'activation ou la désactivation d'encre, quoi. Mmh. C'est très, très utile dès qu'on sait s'en servir. C'est un outil formidable au quotidien. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais aidé quelqu'un dans la prise de parole en public en posant un ancrage sur le pouce, par exemple. Parce que
c'était un emplacement qui était facile d'accès, hein, et donc on avait travaillé à cette pose d'ancrage pour voilà être détendu et se dire bah voilà quand j'appuie sur mon pouce, je passe en mode détente et avant la prise de parole en public, ça lui avait fait un bien phénoménal pour ensuite faire une prestation de qualité. Ouais. Ouais. Euh, moi je dirais maintenant la question que je vais te poser, c'est dans cet aspect. Alors je deviens coach, je deviens aussi enseignante en yoga, puisqu'en fait tu es aussi enseignante en yoga, hein, et tu n'en as pas encore parlé. Qu'est-ce que tu as appris sur toi au niveau de tes compétences comportementales ou au niveau des épreuves que tu as pu subir par le passé? Ce que je dirais que j'ai appris de plus fondamental, ça rejoint peut-être ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est le rôle du corps. Je pense que l'un des premiers apprentissages pour moi, ça a été de ne plus être déconnectée de mon corps et de comprendre que le corps avait des messages à m'envoyer, que le corps était un reflet de ce qui se passait au niveau du mental et que pour avancer avec plus de sérénité et de confiance, justement, il y avait des choses que je pouvais travailler à travers le corps qui venaient renforcer ce calme mental. Et donc, c'est toute cette interconnexion entre ce qui se passe au niveau cérébral, hein, et ce qui se passe dans notre corps physique, Ouais, qui a été un premier apprentissage pour moi. Et ce qui a donné par la suite un autre apprentissage qui est comment je gère mon énergie. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'étais beaucoup en force, j'ai toujours eu plutôt une bonne capacité de travail et donc je savais que ça faisait partie de mes points forts et donc j'avais tendance à plutôt aller bien piocher dedans et aller voir si je pouvais pas l'étendre encore un peu, puis encore un peu plus c'est et puis ça. encore un Ça peu c'est ce qu'on fait tous heu, dans nos jobs, ça. ouais et Pousser la puis, machine. voilà, puis on pense que c'est la bonne solution parce qu'on est aussi aujourd'hui dans notre société dans une culture de la performance qui valorise l'effort, qui valorise le dépassement de soi, même le développement personnel, hein, peut prendre des voies d'injonction sur le dépassement de soi qui peuvent au final Clairement. être contraignantes, hein, il faut faire attention. Mais du coup, voilà, mon corps, c'est pareil, j'étais vraiment dans une déconnexion totale et je ne savais pas gérer mon énergie de façon consciente. Et donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment une conscience de mon énergie. Je prête beaucoup plus attention aux messages et aux signes que m'envoie mon corps. Et donc, je suis capable de moduler quand je suis dans une phase haute en énergie, bah, d'en profiter pour vraiment y aller, faire tout ce que j'ai à faire, etc. Mais quand je sens des signaux, quand je vois qu'il y a des modulations différentes, un peu Oui, une énergie basse, etc., savoir dire, OK, non, en fait, là, il faut s'arrêter. Il faut prendre un temps pour toi. Et puis, un temps pour toi, c'est pas un temps à faire la cuisine, préparer un repas ou faire. C'est un temps où on n'est pas dans le faire, et où on est ouais, dans l'être. On est juste dans l'être. Et ça, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui dans notre société, même pour des enseignants de yoga, etc. C'est tout l'équilibre entre le faire et l'être, hein. ouais. Euh, Moi, c'est ce que j'allais dire et c'est ce que dans les personnes que j'accompagne en gestion du temps, bien souvent, la gestion du temps n'est qu'un prétexte au milieu et il y a pour moi 3 trépieds à savoir gérer pour être épanoui et moins débordé. Alors, il y a le temps en tant que tel et comment j'occupe mon temps. Mais après, le deuxième pilier, c'est la gestion de son attention. Sur quoi je mets mon attention à chaque instant? Bon, alors, le choix d'action, choix de priorité, choix d'objectif ou choix de mon attention sur moi et pour moi. Et puis le troisième pilier, c'est l'énergie, la gestion de son énergie. Et là, ça rejoint ce que tu disais sur la gestion de son corps, de s'écouter euh, pour pouvoir prendre ensuite les bonnes décisions derrière. Ouais. Tout à fait. Et en fait, ça rejoint aussi un autre point qui est très important dans les apprentissages que tu évoquais, sur lequel j'essaye de continuer à travailler, parce que je pense que c'est un apprentissage de toute une vie, hein, mais c'est vraiment d'être dans le moment présent. Et Ouais. c'est de Ouais. ne pas passer son temps soit à se projeter dans le futur, soit à ressasser du passé, et à rester très, très, très ancré dans l'ici et maintenant. Oui. Et ça, le yoga et la méditation, pour ça, sont des outils et des clés d'entrée absolument incroyables. Et c'est ça qui nous donne, en fait, l'ancrage, la confiance et la détermination pour avancer dans des projets qu'on ne se serait pas autorisé au départ. Quand tu me questionnais au démarrage de notre entretien sur le mot inspiratrice, Ouais. moi, j'ai vraiment envie de transmettre à des femmes qu'en fait, si elles s'autorisent, tout est possible. Mais il faut juste s'autoriser.
Oui. Et Sortir d'un cadre, faut s'autoriser à se dire que en fait, elles peuvent faire autre chose, qu'elles peuvent se relier à ce qui fait vraiment sens pour elles et que c'est pas juste une lubie, que c'est pas juste un tout à rêve, fait. qu'en fait, c'est possible. Il y Ouais, a tout des à fait. Et moyens. ça, c'est cette recherche de sens. Alors, moi, je fais le parallèle avec alors celui qui, entre guillemets, à 40 ans veut monter sa boîte, à 30 ans ou autre, et continue d'être salarié ou autre. Mais je le vois aussi, alors puisque je donne également des cours à l'Institut Polytechnique Unilassal à Amiens. Je le vois aussi maintenant dès le plus jeune âge, en fait, hein, où des gens, enfin des étudiants à 20, 22, 24 ans se posent la question véritablement du sens de leur vie, du sens de leur action, voire même du choix de leur filière, mais dès maintenant, en fait. Alors que je Mmh. dirais, génération quarantenaire dont je fais partie, tu choisissais ta voie, ton diplôme, et puis, entre guillemets, Bien sûr. tu fais ça, tu feras ça toute ta On vie, de choisissait l'électricité, mon fils. on choisissait pour le diplôme essentiellement. Enfin voilà, on était orientés sur des signes beaucoup plus, liés, à l'ego, à, ce que enfin voilà, à des choses un peu Oui, qui oui, et qui parfois même à la convenance, exactement, ou à une à contenance sociale, culturelle, à l'environnement dans lequel aussi on a été, élevé, dans lequel on a été élevé. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, beaucoup parler de sens, donc j'ai eu des échanges avec d'autres coachs, etc., qui disent oui, mais c'est galvaudé le sens. Mais en fait, si le mot de sens aujourd'hui il est galvaudé, et si on l'utilise autant, bah c'est qu'en fait il y a une question. je pense qu'il y a une C'est grosse que question, c'est une grosse ouais. question. Et moi, j'ai beaucoup hésité à écrire ce terme de coach de sens, mais pour moi, c'est vraiment ça l'important, c'est d'aller se relier à ce qui fait sens pour soi, parce que quand on est très connecté au sens profond, à ce qui vibre vraiment en nous et à ce qu'on veut faire, on est capable d'abattre des montagnes, en fait. Exactement, et puis Moi, c'est je là où aussi j'aurais on pu être prof de yoga, franchement. J'ai pas du tout de souplesse, j'ai pas d'endurance, je suis pas sportive, je viens de très, très loin, quoi. Et honnêtement, aujourd'hui, j'enseigne le yoga Kundalini et c'est un des trucs qui m'apporte le plus de joie dans ma vie. ouais. Donc avec l'accompagnement en coaching. Donc Mais tout c'est ça, extraordinaire l'univers. ouais, pour moi, cette quête de sens, elle rejoint aussi, je dirais comment on respecte son écologie personnelle, en fait. Mais tout à fait, c'est la capacité à s'écouter, en fait, hein, et c'est Ouais, la ouais, capacité à faire le tri entre ce qui vient de l'intuition et ce qui vient de la voix du mental. Et on a trois sortes de mental. On a le mental positif, qui est celui qui va vous dire ouais, t'es le plus fort, vas-y, tu peux tout faire, etc. C'est lui qui peut un peu nous mener au burn-out, hein. oui. On a le mental négatif qui est le contraire. Moi, t'es nul, t'es pas assez, tu y arriveras jamais, tu connais pas, c'est pas la peine, n'y va pas. Surtout, tu te rends compte, tu vas perdre ton boulot, tu vas perdre ta maison, comment tu vas vivre, etc. Et puis, on a le mental neutre, qui est le mental analytique, qui est le mental qui va prendre les bonnes décisions en faisant confiance à l'intuition et qui va être dans l'action sans être dans une action ni trop précipitée, etc. Et la force du yoga et de la méditation, c'est justement de nous amener à développer notre mental neutre. Et c'est d'apprendre à observer ces voies du mental, à les travailler une fois qu'on les a observées pour faire le tri entre ce qui relève de notre mental positif, ce qui relève de notre mental négatif, et comment j'écoute davantage mon mental neutre pour suivre mon intuition et avancer avec confiance vers ce qui me dit. Et ça, c'est vraiment la clé qui peut permettre d'abattre ces montagnes dont on parlait tout à l'heure. Ça rejoint une partie de gestion des émotions, de toute façon. Oui, il y a aussi une partie de gestion des émotions, enfin en tout cas d'accueil des émotions. Moi, D'accueil de je l'émotion qui permet, d'accueil parce que bon, après, c'est chacun a une relation personnelle avec cette partie de l'être humain, hein, qu'est l'émotion, hein. ouais. Mais déjà de les accueillir, je trouve que c'est un premier pas, de les observer et puis de savoir ensuite qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ah, moi, j'avais une petite question, alors, en rebond par rapport à ce qu'on a pu dire tous les deux. Si tu avais une astuce à donner là à nos auditeurs, entrepreneurs, hommes ou femmes,
sur la détection de signes avant-coureurs de burn-out ou de comprendre comment gérer son énergie avant de tomber du mauvais côté et du coup de rater, enfin de tomber et de rater son job d'entrepreneur qui est bien souvent celui où on va parce que c'est celui qui fait le plus sens pour nous. Ce serait quoi l'astuce ou le conseil que tu pourrais donner aujourd'hui? Bah, la première chose, je crois que c'est très important et c'est pas simple et je pour l'éprouver là dans ce projet entrepreneurial moi-même, je vois à quel point c'est pas simple, c'est de pas s'identifier à son métier ou à son projet, entrepreneurial. C'est-à-dire que je ne suis pas mon projet, je vends une prestation. C'est vraiment important d'arriver à faire la distinction, surtout quand on est dans un projet de sens, de cœur, et cetera, dans lequel on va s'investir corps et âme parce qu'on y croit à fond, d'être capable de ne pas s'identifier, de ne pas c'est pas moi, c'est pas moi en tant que personne là qui joue ma vie. Ouais, C'est un projet de vente de prestations d'un service, d'un produit, etc. Et donc c'est cette désidentification, c'est un premier point qui est important. Et le deuxième point, c'est de comprendre que la gestion de l'énergie, c'est la première priorité sur la to-do list en fait. Si vous n'êtes pas dans la bonne énergie, vous ne pourrez pas développer correctement votre projet. Et donc, prendre soin de vous, c'est le premier pas à faire. Et savoir vous observer, savoir observer les pensées, savoir penser, observer dans quel état d'esprit vous êtes. D'où viennent vos décisions? Est-ce que vous êtes en train de prendre une décision par peur du manque? Ou est-ce que vous êtes en train de prendre une décision parce que vous suivez votre intuition et que vous y croyez à fond? ouais, Selon votre énergie, vous allez pas écouter les mêmes voix. Et donc, pour tout à pouvoir fait. écouter la bonne voix, celle qui va vous amener à vous développer, il faut vraiment être capable de sentir quand son énergie est basse et qu'on a besoin de prendre du temps. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup utiliser, c'est celle du sportif de haut niveau. Notre cerveau, c'est comme un sportif de haut niveau. Et un sportif de haut niveau qui est sollicité, qui a énormément de compétitions, etc., ça vous viendrait pas à l'esprit de lui faire enchaîner des compétitions sans aucun temps de récupération. Tout à fait. Et C'est nous, on cet aspect passe notre, repos, il est primordial, ouais, ouais. on passe notre temps à solliciter notre cerveau et on se dit, je vais regarder un truc à la télé ou je vais lire un livre pour me reposer. En fait, votre cerveau, il se repose pas quand vous lisez un livre ou quand vous regardez un truc sur un écran. Il se repose pas. Exactement. Même quand vous défilez votre Insta ou votre LinkedIn pendant des heures en mode automatique, le cerveau ne se repose pas. Maintenant, on envoie un paquet de signaux, au cerveau qu'il cherche à déchiffrer, en fait. On Exactement. Et donc, en fait, et c'est aussi pour ça que notre génération est confrontée à un nombre de burn-out hyper important, hein. C'est parce qu'il y a un nombre de stimulations quotidiennes et une permanence des stimulations et une accélération du rythme, du niveau d'information, etc., qui fait qu'on est en saturation beaucoup plus vite que des générations précédentes qui n'avaient pas le même accès au digital, etc. bien sûr. Donc, aujourd'hui, prendre consciemment des temps de récupération active, c'est la première clé de la gestion de son énergie. Il temps de repos actif, là, c'est actif avec le corps en stoppant son esprit, hein. On est d'accord, hein? Exactement. C'est mettre le corps en mouvement. Donc ça peut être, évidemment, alors moi je vais vous parler du yoga, mais il n'y a pas que le yoga. Il y a la marche, il y a la natation, il y a le vélo. Bon, alors le vélo, faut quand même faire attention à la circulation, mais je veux dire, c'est vraiment cette importance de pouvoir sentir le corps bouger. Ouais. Et c'est pas forcément dans l'effort, hein. Non, C'est pas forcément, ça peut être juste la marche, ça peut être juste, hem, de savoir prendre du temps pour, activer le corps différemment de la posture habituelle. Donc c'est-à-dire si vous êtes très debout ou très assis, vraiment que le corps puisse être dans une autre posture que sa posture quotidienne et que le cerveau soit en état de repos ou en tout cas de contemplation, ouais, de ça va. méditation. Ça peut passer par de la méditation. Mais si vous êtes assis toute la journée et que vous prenez votre temps de repos en méditant, bah, vous n'allez pas vraiment mettre votre corps en mouvement. Donc, il va manquer une partie au corps de l'énergie dont il a besoin pour se régénérer.
Ah clairement, ouais. Alors c'est là où moi j'avais fait un épisode, de podcast justement ici, dans ce podcast booster d'efficacité, c'était au mois de janvier, qui était marcher pour faire le point sur soi et son business en fait et où je disais que il y a rien qui empêche, un entrepreneur, un manager ou un cadre ou un dirigeant d'entreprise à au lieu de passer 15 minutes à scroller sur son LinkedIn le midi, à aller marcher 10 minutes, 15 minutes, Et et une là super on va aller s'oxygéner, on va aller, créer des hormones aussi, pendant l'effort, même si c'est un effort doux que d'aller marcher. Et puis surtout, on va, ouais, oxygéner son esprit, faire en sorte que tout ce qu'on a pu travailler le matin, aille se consolider dans le couple conscient-inconscient et c'est idée. vraiment un aspect, important en fait, ouais. Ah, la marche, c'est vraiment un outil, puissant, hein. Bon, on a des marches méditatives, vous pouvez faire, marcher, le mieux évidemment, hein, c'est dans la nature, mais moi j'ai le vélo aussi. Moi je me déplace plus qu'en vélo, ça fait trois ans maintenant que je ne me déplace plus qu'en vélo. Et là, même dans des phases récentes, hein, où je sentais que j'avais 12 000 idées, je savais plus dans quel sens aller, comment prioriser, etc. Et je me suis dit, bon, je vais prendre le métro, parce que comme ça, je vais écrire, puis je vais poser mes priorités, etc. Et puis, Oui. il pleuvait, il faisait froid, j'avais pas envie de prendre mon vélo. Et je me suis forcée, je me suis dit, non, allez, là, il faut, ne cède pas à la pression du mental qui veut que tu fasses une nouvelle to-do list. Mmh. Lâche le truc, va prendre ton vélo. Et en fait, en pédalant, j'ai pédalé 40 minutes pour aller à mon rendez-vous dans la flotte. C'était pas forcément confortable, hein, mais juste le fait d'être dehors, d'avoir le corps en mouvement, et ben en fait, mes idées se sont remises en ordre toutes Mmh. seules. Ouais, clairement. C'est là où, Je suis arrivée et c'était clair, en fait. ouais. Je suis arrivée et je savais ce que je devais faire. Oui, beh, c'est comme le fait de dire, la nuit porte conseil ou autre pour certaines décisions. Enfin, c'est un moment où en fait, la nuit porte conseil, c'est parce que pendant la nuit, on n'est pas en train de justement, refaire une autre activité intellectuelle et où là, là-haut, ça va travailler, tout seul et comme on diminue la tension mentale, voilà, en enlevant les écrans, en enlevant le fait de bosser et ben, le cerveau peut faire son boulot que de créer pour pouvoir, sortir quelque chose. Et le mental est au repos la nuit, hein. Exactement. J'avais, allez 2 dernières petites questions, c'est quoi tes projets du moment, Camille? Alors, mes projets du moment, ben justement, ça rejoint tout ce qu'on disait sur la gestion de l'énergie. Je développe de plus en plus là, ma partie d'enseignement de yoga Kundalini, parce que ça m'apporte vraiment beaucoup de joie et je sens que c'est aussi, en termes de contribution, quelque chose d'important. Voilà, moi j'ai vraiment, c'est très important pour moi de pouvoir transmettre aux autres des clés et des outils pour être davantage dans la sérénité et dans le bien-être au quotidien. Et je sens que ce yoga, c'est une clé très très importante et qui a des bénéfices vraiment très nets. Donc j'ai envie de laisser plus de place à ça. Ouais, Donc j'ai toujours un accompagnement en coaching yoga, méditation et personal branding leadership qui existe et qui est voilà qui est à la portée de personnes soit particuliers, soit je le propose aussi en entreprise. Mais je sens qu'il y a aussi d'autres choses qui sont en train de bouger pour moi. Donc je suis dans une phase plutôt, on va dire, de réflexion et de remise à plat de mon projet pour savoir quelle sera ma nouvelle stratégie, vers où je veux aller. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'on vit en entrepreneuriat parce qu'on a toutes les cartes en main en fait pour décider de là où on veut aller et c'est à nous de créer. Et oui. cette création, elle est passionnante, elle demande quand même pas mal d'énergie et de temps aussi. Et donc là, je vais prendre un peu de temps pour moi, pour laisser les choses se stabiliser et voir où j'ai envie de porter mon attention pour la suite et là où je serai le plus utile surtout. Ouais. C'est là où quand tu dis prendre du temps pour toi, c'est que tu vas vraiment là, dans les jours qui arrivent, t'isoler pour faire le Tout à point fait. pour toi et sur ton business. Exactement. Je pars 3 jours en Italie, dans les Pouilles, qui est un pays, un endroit où, voilà, qui sont très très importants pour moi. Et je pars toute seule et voilà, je vais prendre ces 3 jours pour vraiment à la fois me reposer
et faire un point ou en tout cas essayer de gagner en clarté sur là où je veux aller pour la suite et là où ça me fait vibrer aussi, d'aller. Donc c'est, apprendre à s'offrir ça, c'est aussi, un des challenges, hein, de l'entrepreneuriat parce que quand vous êtes dans votre propre patron et que voilà, parfois vous êtes très, très exigeant avec vous-même, hein, donc il faut savoir aussi, s'accorder cet espace-là. Ouais, exactement. C'est Parce pas que forcément, quand on est entrepreneur, entre guillemets, on vit sur son projet, pour son projet, dans son projet. Et exactement. ces moments de prise de recul, ils sont super importants. euh, Mmh. dès lors que, dès lors qu'on peut aussi sentir qu'on est coincé, dès lors qu'on se sent plus avancé, dès lors qu'on se pose des questions, moi je conseille toujours, hein, aux gens que j'accompagne, bah ouais, de stopper. C'est pas parce qu'on va se stopper 1 heure, 3 heures, une journée, 3 jours, qu'on ratera son business en fait. Au contraire, c'est des Mmh. moments où, comme on disait tout à l'heure, on va diminuer la tension nerveuse, la tension cérébrale, euh, on va sortir la tête du guidon et on va prendre du recul, se poser plein de questions, plein de bonnes questions, et parfois même aller, en revenant, aller explorer de nouvelles choses en créativité qu'on n'aurait pas vues si on était resté. Ouais, tout à fait. Moi, la créativité, c'est quelque chose de très, très important pour moi. J'étais dans la communication, donc forcément, il y avait une dimension déjà très créative, dans ma vie, professionnelle précédente et aujourd'hui, j'adore, ce projet aussi parce que je suis totalement libre, en fait, d'être dans une créativité totale de ce que je veux construire et pour ça, c'est vrai qu'il faut s'autoriser à prendre ce temps, à s'arrêter, à laisser les choses un peu, se poser. On gagne beaucoup en clarté, on voit où on veut aller, si on apprend à prendre ce temps. Yes. Où est-ce qu'on peut pour les auditeurs qui nous suivent et qui veulent suivre tes projets actuels et futurs, une fois que tu auras fait ce point, où est-ce qu'on peut te retrouver, Camille? Alors, on peut me retrouver sur mon site web, donc camillesoustra.fr, et puis sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, en tapant Camille Soustra, vous allez me trouver facilement. En tout cas, ça, je le Et mettrai dans les notes de l'épisode. Et d'ailleurs, ils pourront même juste cliquer sur les liens des réseaux sociaux pour te retrouver facilement. Ouais. super, merci. Et, et j'allais dire, et sur cet aspect enseignante de Kundalini Yoga, où est-ce qu'on peut te retrouver, Camille? Alors, sur l'aspect enseignement du Kundalini Yoga, j'enseigne, 1 fois par semaine au Centre Élément, qui est une très belle salle dans le Marais, au cœur de Paris. Les cours sont aussi accessibles en ligne, via, le site, hein, d'inscription du Centre Élément et avec un replay qui est envoyé. Et puis j'enseigne aussi au Lilas où j'habite, donc à l'espace Lilas, il y a une très belle salle à Mairie des Lilas, 1 fois par semaine, là aussi. Et puis également chez moi, puisque j'ai développé un petit studio dans mon salon. Voilà. Ah, Ce super. qui voilà, ce qui donne un espace plus intime, mais qui est aussi très convivial et qui permet d'échanger avec les personnes qui viennent. Donc voilà, donc ça, il n'y avait pas d'offre en fait dans mon lieu de vie, hein, au Lilas à Romainville, il n'y avait pas d'offre du tout du yoga Kundalini. Et donc je développe cette offre en ce moment parce que voilà, j'aimerais bien arriver à faire vivre une petite communauté Autour de ça, ouais. autour de cette pratique dans cet endroit. Eh ben Voilà. super, bah écoute, on mettra tout ça, je mettrai tout ça en lien de l'épisode pour que, pour que nos auditeurs puissent te retrouver bah, dans chacune de tes activités multiples et super intéressantes. En tout cas, un grand merci à toi, Camille, pour ces échanges, hein. Moi, j'ai vraiment apprécié, bah, cet aspect approche holistique, hein, qui est aussi celle que je pratique avec EFT, PNL ou parfois hypnose. Et donc toi, avec cet aspect yoga et PNL aussi, puisque tu te formes actuellement à la PNL je dirais pour être des coachs complets, parce que on est un être complet, on n'est pas juste un être pro, un être perso, un être business, mais non, on est une seule et même personne. Et il y a que aussi avec des approches globales qu'on peut mieux avancer pour soi et sur soi.
Tout à fait. Ben, en tout cas, merci beaucoup à toi, Fabien, pour cette invitation. C'était très intéressant cet échange et l'EFT m'attire beaucoup aussi. Donc, moi, j'aimerais bien me former dans plein de choses. Donc, il faut que je réfrène mes ardeurs par moment. Mais je serais intéressée de savoir où tu t'es formé en Écoute, EFT. avec un grand plaisir, voire même on pourrait faire un épisode sur l'EFT à terme avec une de mes collègues coach également. Pour en parler ensemble avec un grand plaisir. Avec les auditeurs. Merci à toi Camille, bonne fin de journée. Merci. Très bien, bonne fin de journée, au revoir.